Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Je suis Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité. Et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce qui doit être à peu près, je sais pas, le 20e événement qu'on fait depuis le début de ce festival Building Beyond, qui est consacré, vous le savez, aux échelles urbaines. Je suis d'autant plus heureuse que ce soir, on va parler d'un sujet, me semble-t-il, majeur, à savoir la question, peut-on encore construire des grands projets d'infrastructure et d'aménagement? Est-ce qu'on sait encore trouver le consensus? Alors ce projet, en fait, c'est un projet qu'on a démarré il y a 6 mois à la Fabrique de la Cité, et il est parti du constat, de 2 constats et d'un paradoxe. Premier constat, nous le savons tous, on est engagé dans la transition écologique, on est engagé dans une tâche complexe, ardue et urgente. Donc quand on a dit ça, on a presque tout dit, et les rapports se succèdent, je ne vais pas les énumérer, qui font état de la perte de biodiversité, de l'épuisement des ressources et du problème de la croissance continue des émissions de CO2. Deuxième fait, c'est la transition urbaine. Alors, je vous propose, puisqu'on parle des échelles, là on va prendre une focale monde, il faut prendre conscience qu'en fait, depuis 2000, on est en train de construire un deuxième monde urbain. On va ajouter entre 2000 et 2050 3 milliards d'urbains. Et 3 milliards d'urbains, c'est le nombre d'urbains qu'on avait mis dans nos villes depuis la Mésopotamie, et donc jusqu'à l'an 2000. Donc on va faire ça en 50 ans. Et ça veut dire quoi? Et là, j'en viens au paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on comprend toute cette transition urbaine, cette transition écologique, ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup d'investissements. Des villes qui se développent, c'est d'abord des infrastructures sociales, ce sont des écoles, ce sont des hôpitaux. Ça veut dire du logement, et pas n'importe quel logement, du logement abordable, durable. Là, on complexifie encore l'équation. Et je vous renvoie aux travaux de la Fabrique de la Cité, et notamment au rapport qu'on a publié en novembre dernier, montrant que pour l'heure, les métropoles sont en train de perdre cette bataille sur le logement abordable. Et puis évidemment, des infrastructures face à des villes qui se développent, ce sont des infrastructures de mobilité, puisque nous l'avons vu, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là lundi soir à l'événement sur les aéroports, les villes sont des commutateurs d'échelle, on peut passer du très local, son quartier, sa rue, au monde, et notamment quand on est dans une ville-monde comme Paris, grâce à ces infrastructures de mobilité dont je parle. Les autres investissements, c'est aussi, bien sûr, dans les investissements liés à la transition écologique. Et là, on a 2 types d'investissements à faire. Il y a ceux qui visent à éviter d'aggraver la situation. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, tout le monde sait, pas seulement les experts, que si l'Allemagne veut vraiment sortir du charbon en 2038, il devient très urgent qu'elle construise les lignes de transmission d'électricité qui vont lui permettre de relier les parcs d'éoliennes en mer du Nord au Sud, où là, on a plutôt du photovoltaïque. Si elle ne fait pas ça, à titre personnel, je ne vois pas comment elle peut mener à bien cette sortie du charbon. Or, pour l'instant, les Allemands ne veulent pas de ces infrastructures. Les infrastructures en matière de transition écologique, c'est aussi celles qui vont devoir résister à la hausse des températures, qui est là, qui vont devoir résister aux événements climatiques extrêmes. Et ce n'est pas un hasard si le premier projet d'intrapreneuriat qui est sorti de ce lieu, Léonard, qui est consacré entre autres missions, et je me tourne vers son directeur Julien Villalongue, à faire émerger des projets. Ce n'est pas un hasard si le premier projet qui est sorti, ça s'appelle Résilience. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire des diagnostics sur les infrastructures, leur capacité à résister au changement climatique, et puis derrière de savoir ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est une business qui a été intégrée à une marque du groupe Vinci. Ça, c'est le premier élément du paradoxe. En face, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit une crispation autour des grands projets d'aménagement d'infrastructures. Alors, me direz-vous, moi je suis née dans les années 70 et j'ai des souvenirs j'étais petite, mais bon, dans les actualités, on parlait de ces mouvements d'occupation. Il y a eu de Larzac, il y a eu beaucoup de mouvements. En plus, je suis née dans la vallée de la Loire, on a construit beaucoup de centrales nucléaires. Donc, moi, les infrastructures de mon enfance, c'est l'autoroute et la centrale nucléaire quand on va voir Chambord. Et on voit bien que ces mouvements ne sont pas nouveaux. Mais on a quand même le sentiment qu'ils prennent une intensité, une radicalisation, pour prononcer le mot, nouvelle.
Alors, est-ce qu'ils se durcissent? Est-ce qu'ils sont plus nombreux? C'est une des questions dont on débattra. Mais j'hésiterai pas, en parlant de ces mouvements-là, à parler de vraie géopolitique des conflits locaux. La géopolitique, normalement, on en parlait pour les conflits nationaux, mais dans le groupe de travail que nous avons créé sur ce sujet, eh bien, on a fait venir Philippe Subra, qui est professeur à Paris 8, spécialiste de la géopolitique des conflits locaux, qui nous a montré qu'aujourd'hui, l'espace, et là je peux parler de Notre-Dame-des-Landes, je parle du grand contournement ouest de Strasbourg, je peux parler de la friche Saint-Sauveur à Lille, de projet Stuttgart 21, de l'autre côté du Rhin, on peut parler du Lyon-Turin, eh bien ces espaces-là sont contestés. La manière d'utiliser l'espace est contestée exactement comme dans des conflits qui mettent aux prises des États. Alors sur les causes, on peut en développer de nombreuses. On pourrait se dire, bon, c'est une forme de remise en cause du capitalisme financier. Derrière le grand, il y a le grand capital, les grandes entreprises, et finalement, ces mouvements visent à remettre en cause cette manière qu'on a eue de construire des infrastructures. Mais je voudrais vous proposer une cause un peu plus fondamentale. J'ai parlé tout à l'heure à dessein des années 70. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de sortir assez douloureusement d'un référentiel qui a été le nôtre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un référentiel de modernité où tous les acteurs étaient alignés. Il y avait l'État qui posait la vision, et cette vision prenait le nom d'intérêt général. Et puis, il y avait les différents niveaux de territoire, les différents acteurs, les entreprises qui suivaient. C'est un processus très linéaire, très construit. On consultait plus ou moins, plutôt moins que plus les gens, et les choses se sont faites. On voit bien qu'aujourd'hui, cette culture-là n'est plus acceptée. La question, c'est la nature ayant horreur du vide, par quoi on remplace? Et la question que je pose et que je veux poser ce soir, c'est est-ce que l'écologie est devenue le nouveau référentiel, et qu'est-ce que ça veut dire si c'est bien le cas? Alors j'ai prononcé le mot d'intérêt général, on comprend bien que notre sujet de ce soir tourne autour de la légitimité, de qui est légitime pour dire ceci est un projet d'intérêt général. Si c'est plus l'État, c'est qui? Et j'en viens à notre sujet des échelles. Intérêt général, ça peut être, je vais prendre un exemple très concret, le contournement ouest de Strasbourg, c'est peut-être l'intérêt de la métropole, c'est peut-être l'intérêt de la région. On peut aussi penser ce projet dans une dimension binationale, puisque l'Allemagne n'est pas loin. Et à quelle échelle faut-il définir l'intérêt général? Et j'ai envie de poser une autre échelle, qui est l'échelle de temps. Puisqu'on parle de transition écologique, puisqu'on parle d'infrastructures que l'on va construire pour des décennies, comment est-ce qu'on prend en compte l'intérêt général des générations futures? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce que ça existe quelque part dans le monde? Donc, notre sujet ce soir, c'est comment éviter la paralysie des débats, comment rétablir le dialogue. Est-ce qu'il faut entrer dans une culture de négociation? Et là, j'en viens à ces demandes citoyennes très fortes qui s'expriment, ça va du projet de quartier au grand projet, de prendre part au débat. Et là, il faut interroger tout le système qu'on a mis en place de concertation, consultation, en constatant là encore un paradoxe, c'est que plus les outils se sont multipliés et plus les contestations se sont multipliées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le système? Ou est-ce que ces contestations sont finalement une autre manière de dire que ça marche, après tout? Voilà toutes les questions qu'on va poser ce soir, avec, je la résumerai en un seul, est-ce qu'on peut encore construire des grands projets et est-ce qu'on va pouvoir mener à bien ces différentes transitions qui sont en train, dont nous sommes les acteurs ou pour d'autres les spectateurs. Donc c'est pour débattre de ces questions que nous avons convié ce soir 3 intervenants, que je remercie chaleureusement de leur venue. Laurence Monnoyer-Smith, vous êtes ancienne commissaire générale au développement durable, mais vous avez été surtout, et jusqu'il y a très peu, vice-présidente de la Commission nationale du débat public, et c'est à ce titre que nous vous avons invité. Alors je précise qu'aujourd'hui, vous êtes conseillère environnement et climat au Centre national d'études spatiales, le CNES. Lucille Schmitt. Alors Lucille, vous avez accompagné la naissance, je peux dire, de ce projet en décembre dernier. Vous faites partie de notre groupe de travail. Alors vous êtes une femme politique, vous avez été élue au Conseil régional d'Île-de-France de 2004 à 2010. Et aujourd'hui, vous êtes vice-présidente d'une autre fabrique, la fabrique écologique.
Et enfin, Xavier Huillard, donc Xavier Huillard, PDG du groupe Vinci, fondateur de la fabrique de la Cité. Et je précise que vous avez été également président de l'Institut de l'entreprise de 2011 à 2017, ce qui vous donne un regard vaste sur les entreprises, bien au-delà des activités du seul groupe Vinci, si je puis dire ça, au vu de la multiplicité d'activités portées par le groupe. Alors, je vais d'abord vous inviter, Laurence Moyer-Smith, à ma place, en vous posant deux questions très simples. Première question, quel regard vous jetez sur la crise actuelle du consensus? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une recrudescence des mouvements de contestation? Est-ce qu'ils ont changé seulement de forme? Est-ce que c'est leur nature qui a changé à travers la remise en cause de l'opportunité même des projets? Et est-ce que vous acceptez qu'on parle d'échec des outils de consultation-concertation? Comment est-ce qu'il faut juger la difficulté aujourd'hui à faire fonctionner ce bel arsenal législatif et réglementaire qu'on a mis en place pour faire participer les citoyens? Je vous en prie. Bien, merci beaucoup pour votre invitation à cette réflexion effectivement sur des sujets assez fondamentaux. Je précise aussi que avant d'être vice-présidente de la Commission nationale du débat public, j'ai un passé et encore une actualité, puisque je sors d'une soutenance de thèse de chercheur en sciences de la formation et de la communication, spécialiste des dispositifs participatifs et de l'ingénierie de la participation du public. Donc c'est vrai que j'ai à la fois cette expérience et ce regard un petit peu sur le temps long de la recherche qui permet d'avoir un petit peu de réflexivité par rapport à ces questions qui finalement ne sont pas totalement nouvelles. Peut-on parler aujourd'hui, sur votre première question, peut-on parler aujourd'hui de crise du consensus? Alors la réponse est claire, non. Moi, je ne parlerai pas de crise de consensus, puisqu'en fait, comme le dit très bien Pierre Rosanvallon dans ses écrits, qui est un grand penseur de la démocratie, l'absence de consensus est totalement consubstantielle à la démocratie. Dans l'histoire de la démocratie, il n'y a jamais eu de consensus, ou alors c'est un consensus factice qui est obtenu par des moyens qui ne sont pas du tout, on va dire, qui ne relèvent pas des processus démocratiques tels qu'on les entend, en tout cas tels qu'on les comprend aujourd'hui dans un concept de démocratie forte. D'ailleurs, on peut faire de l'écologie dans des pays qui ne sont pas démocratiques et on peut obtenir du consensus. En Chine, par exemple, on fait de la transition écologique très rapidement. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour moi, le fait de dire... Pardon, je n'ai pas éteint mon téléphone. Ça va s'arrêter. Et donc non, il n'y a pas de crise particulière du consensus, il y a simplement des manifestations à des moments, des points de fixation, dans des moments de transition particuliers. On en a connu dans les années 70, on en connaît aujourd'hui, où effectivement il y a une particulière mise en évidence de difficultés d'alignement entre la société civile et les instances représentatives. Et Pierre Rosanvallon dit ça très bien. La démocratie, la crise de la représentation est totalement consubstantielle à la démocratie. Donc ça nous rassure un petit peu, ça nous permet de dire que ce qu'on vit, c'est pas complètement anormal et qu'on ne doit pas en conséquence le traiter comme une pathologie de la démocratie et contre laquelle il faudrait réagir du coup en mettant en place des dispositifs de fermeté ou d'autorité, en appelant à ce type de concept-là pour pouvoir les résoudre, mais sans doute en approfondissant et en approfondissant la démocratie et en réfléchissant, comme vous le disiez fort justement, aux modalités d'une représentation plus juste, ou en tout cas plus en corrélation avec les aspirations de la société civile. Donc non, pas forcément de crise de consensus. En revanche, effectivement, une forme de cristallisation de la contestation dans des périodes difficiles qui sont des périodes de transition. On l'a connu dans les années 70, vous l'expliquez fort justement, au moment où on a créé ces grandes infrastructures spécifiques qui soient des infrastructures type énergie, des infrastructures linéaires, type transport TGV, etc. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a fait évoluer notre droit pour créer la réforme des enquêtes publiques, et puis ensuite toute une série de dispositifs participatifs qui se sont échelonnés dans les années 70 et dans les années 80, grâce à la loi Bouchardot, etc. Je ne vous fais pas tout l'historique des dispositifs de participation et qui ont amené à la création de la Commission nationale du débat public dans les années 90, au milieu des années 90.
Et on a donc essayé d'adapter ces aspirations aux nécessités d'équipement du pays. Et ça s'est fait difficilement, mais en tout cas, on a trouvé des modalités. Aujourd'hui, nous sommes de la même manière dans une période de transition avec des focalisations qui sont, à mon avis, vous les avez rappelées, hein, des paradoxes, des injonctions qui sont un petit peu contradictoires, mais qui sont quelque part encore plus violentes que ce qu'on a pu connaître dans les années 70. Plus violentes puisque la question aujourd'hui, elle n'est pas seulement... il ne s'agit pas simplement d'inventer ou de mettre en place des infrastructures qui correspondent à une évolution de mode de vie. Nous avons aujourd'hui une question qui est posée, qui est une question existentielle. C'est pas tout à fait pareil de dire il faut que nous entrions dans la modernité en se déplaçant plus vite, en faisant des gains de productivité, en étant plus ouverts, libéraux, etc., que de dire les amis, en 2050 ou en 2100 si on a un peu de chance, eh bien, simplement, notre existence est menacée. Voilà, vous comprendrez bien que ce n'est pas tout à fait la même ampleur. Hein. Or, c'est aujourd'hui ça, c'est exactement ça auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, on sait très bien que la question se pose de savoir si en 2100, c'est 50% ou 75% de la population mondiale qui sera soumise entre 50 et 125 jours par an à des températures létales dans leur vie, voilà, qui menacent directement leur survie. Donc, ce n'est pas exactement le même type d'enjeu auquel nous sommes confrontés. Idem sur la problématique de la biodiversité avec une extinction massive des espèces qui a des conséquences dramatiques sur nous. Donc on est dans une phase très complexe, très difficile, de transition qui impose un changement paradigmatique dans nos comportements, dans nos modèles économiques, dans notre organisation. Et à ceci se télescope, à cette transition, des aspirations qui sont des aspirations qui ont progressivement monté au cours du XXe siècle et qui s'affirment aujourd'hui au XXIe siècle, en particulier dans notre pays, des aspirations à une forme de répartition égale des efforts. J'essaye de le dire comme ça parce que ce n'est pas qu'une question d'égalité sociale, c'est une répartition égale des efforts, sachant que la transition écologique à laquelle nous sommes confrontés menace plus précisément les plus vulnérables. Voilà. Et donc, ils se disent non seulement, enfin, je me prends, c'est à double peine, hein, non seulement je suis plus vulnérable, en plus je vais davantage souffrir, mais en plus on me demande de faire autant d'efforts que ceux qui vont a priori moins souffrir. Et ça, c'est particulièrement insupportable pour une partie de la population. Donc, enjeux colossaux, transition extrêmement difficile, nécessité de mobilisation des moyens et l'ensemble de notre système, de notre structure économique, de notre système fiscal, de notre système de sécurité sociale, etc., relativement inadapté pour faire face à l'ampleur de ces enjeux. Dans ce cadre-là, ce n'est pas totalement étonnant qu'on ait des problématiques de consensus. Hein. Voilà. Finalement, c'est tout à fait logique. Donc, comment on y répond? Est-ce que les dispositifs qu'on a mis en place sont adaptés? Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que les dispositifs que nous avons mis en place dans les années 80... Je vais arrêter. Et donc dans ces dispositifs de participation qu'on a mis en place, qui ont finalement permis de faire face à la première crise qu'on a rencontrée dans les années 70 et dans les années 80, on a mis en place ces outils avec la création de la CNDP, avec la multiplication sur l'ensemble du territoire d'instances de concertation. Elles s'appellent conseils de développement, elles ont des noms divers et variés, qui à peu près a fait son œuvre et a permis d'accompagner de l'équipement du pays, et puis de passer aussi d'un concept qui était ce concept d'intérêt général qui masquait quand même un petit peu régulièrement l'intérêt de finalement certains types d'intérêts. Ce qu'on a appelé l'intérêt général était finalement un prisme particulier sur l'ensemble des intérêts. Moi personnellement, si vous me donnez du temps, je vous expliquerai pourquoi le concept d'intérêt général n'est pas un concept qui mérite de perdurer aujourd'hui, mais c'est une autre question.
qui nous a donné des outils pour pouvoir accompagner les territoires, accompagner les projets. Et il y a eu une très forte acculturation, plus ou moins sincère, mais ça, c'est pas très grave. L'important, c'est que ça porte un certain nombre de résultats. J'ai toujours cru dans les vertus civilisatrices de l'hypocrisie. Hein. À force de faire semblant, on finit par faire. Voilà, donc c'est très bien. Et donc, beaucoup de maîtres d'ouvrage qui se sont engagés dans ces dispositifs participatifs à reculons, mais qui l'ont fait quand même et qui ont fini par mettre en place des structures qui fonctionnent pas mal, notamment à la SNCF, à RTE. Moi, je pense ça parce que c'est les grands projets linéaires. C'est plus difficile dans le domaine énergétique et on sait pourquoi, mais qui ont permis, en fait, d'accompagner cette démarche-là. Ces outils qui ont été conçus dans ce cadre-là, quelle est leur pertinence aujourd'hui? Et c'est finalement, est-ce qu'il faut considérer qu'ils ne sont pas suffisants, c'est-à-dire qu'il faut les approfondir, il faut aller plus loin parce que les enjeux sont différents. Est-ce qu'ils sont plus bons? Est-ce qu'il faut revenir finalement à des formes d'autorité? Bon, soyons clairs, le choix que nous avons devant nous, il n'y a pas 150 issues. Hein. Soit on revient en arrière et on dit, bon, c'est bien gentil, la Terre est menacée, on va rentrer dans une économie de guerre, on cherche un homme fort, de préférence providentielle, et puis il va nous expliquer ce qu'il faut faire parce que c'est lui qui a la science infuse. Bon, je caricature, mais en gros, il y a quand même un petit peu des tentations, on les voit à travers la planète, hein, qui se manifestent comme ça, et on pourrait être tenté d'ailleurs d'y souscrire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en Chine, voilà, on va passer au véhicule tout électrique 10 ans avant la France, hein, et pourtant, c'est pas un petit pays, quoi. Hein. Donc, on peut y arriver par ces méthodes-là, c'est une solution. Ou alors, on se dit, bon, on a des dispositifs, et puis on est quand même un pays un peu sensible sur ces questions-là. Je nous vois mal commencer à nous sortir un ayatollah écologique, ça va être un peu compliqué. Ou alors, on se dit, bon, on a quand même des dispositifs qui existent, on les a renforcés en 2016, suite à la crise de Sivens. On ne supporte plus tellement de se faire imposer, et le processus de décision, pour être légitime aujourd'hui, doit s'asseoir sur un partage de la décision. C'est quelque chose de très ancré, de très fort chez nous. C'est d'ailleurs assez unique au monde. La CNDP n'a pas d'équivalent sur la planète. Hein. Ce qui existe au Canada, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement est un peu différent dans son mode de fonctionnement. Donc on a un outil qui est assez unique, qui est intéressant. Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire évoluer, l'organiser un petit peu différemment pour pouvoir accompagner ces mutations de façon à ce qu'elles puissent se faire? Effectivement, parce que je suis d'accord avec vous, il va bien falloir qu'on crée des infrastructures qui nous permettent de faire des énergies renouvelables, de penser la ville de demain, de faire évoluer nos comportements et de faire un partage juste des efforts, parce que ça me paraît être un prérequis absolument indispensable. Et dans ce cadre-là, c'est sûr, il faut qu'on soit encore plus imaginatif, un peu plus créatif, et sans doute que le fait que le mur se rapproche quand même un petit peu, ce qu'on a vécu ces derniers temps, ne fait que préfigurer de façon très légère ce qui nous attend quand même dans les 30 prochaines années, hein, quand toute la France sera soumise à des vagues de canicule qui durent 20 jours, qui sont absolument catastrophiques, qui détruisent l'économie, ça va quand même nous faire réfléchir, et ça c'est quand même ce qui nous pend au nez dans les 30 années qui viennent. Enfin, je veux dire, c'est écrit ça, c'est écrit, on ne pourra pas faire grand-chose contre à très court terme. Donc il va bien falloir qu'on invente ces nouveaux dispositifs. Alors, ce que fait le gouvernement actuellement avec la création de cette conférence de citoyens, parce qu'il faut impérativement associer les citoyens à l'invention des nouveaux systèmes de partage d'efforts, est sans doute une des voies qui mérite d'être explorée. Il faudra, c'est quelque chose j'avais proposé quand j'étais encore au ministère il y a quelques mois, suite au grand débat, suite au mouvement des Gilets jaunes, et de dire sans doute qu'il faut poser les bases d'accords largement obtenus avec des dispositifs qu'on n'a pas encore inventés complètement. Le dispositif de la CNDP du grand débat public, il est très adapté à des projets d'infrastructure, il est moins adapté à sans doute des grands choix, parce que là on est face à des choix extrêmement structurants, à des choix qui concernent des politiques publiques largement. Là je parlais de la fiscalité, je parle des grands choix énergétiques à faire pour demain, sur la répartition, sur le mix énergétique, la fermeture des centrales, qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent dans les centrales,
Ségolène Royal disait fort justement qu'il ne suffit pas de fermer on ne ferme pas juste la centrale et puis terminato, on passe à autre chose. Donc c'est quand même plus compliqué que ça. Comment on accompagne les gens? Comment on accompagne toutes les propriétaires de diesel auxquels on a vendu du diesel par une politique économique extrêmement active, et maintenant on leur dit vous êtes bien gentils mais vous allez passer à l'électrique et puis demain à l'hydrogène, on ne sait pas trop d'ailleurs parce qu'il va falloir le faire très rapidement. Donc il faut inventer ça. Donc sans doute que ce qui va se tester là avec ces 6 mois de mise en place de ce grand panel de citoyens qui sans doute devra ensuite se décliner sur les territoires d'une manière ou d'une autre. Il y a des propositions qui ont été faites par des membres du gouvernement de dire qu'il va falloir régionaliser. On ne fait pas la même politique à la montagne que sur les territoires littoraux qui sont face à des enjeux spécifiques, dans les territoires très urbains comme vous l'avez dit, et dans les parties qui sont beaucoup plus rurales avec des problématiques de mobilité qu'il va falloir accompagner, et sans doute qu'il va falloir tester ça. Donc je ne peux pas vous apporter une réponse en disant voilà j'ai la killing application, hop c'est comme ça qu'il faut faire. Non, parce qu'en fait on n'a jamais été dans notre civilisation face à des enjeux aussi majeurs et des nécessités, surtout sur un temps très très court, puisqu'on a devant nous une trentaine d'années, sur un temps très très court, de réinventer l'ensemble des modes de sociabilité, des business models, d'accompagnement des personnes, des modes de consommation. Jamais ça nous est arrivé. Donc effectivement, il faut être capable de faire preuve d'une très très grande créativité. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ne sortons pas du carton la vieille notion d'intérêt général. Elle ne sert à rien aujourd'hui parce que personne ne sait ce que c'est que l'intérêt général. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les individus, selon l'endroit où ils se trouvent, les territoires, selon l'endroit où ils se trouvent, ils sont face à des vulnérabilités spécifiques. Et c'est ces vulnérabilités spécifiques qu'il faut étudier pour voir qui va gagner, qui va perdre, comment est-ce qu'on les accompagne. Et voilà, l'intérêt général étant, à ce moment-là, on peut dire la survie de l'espèce. Voilà, enfin, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir si vous voulez prendre place. Merci beaucoup pour votre message très clair et pour autant il est clair ici, mais vous avez manié la complexité avec j'allais dire, un brio, et je pense que ça suscitera de nombreuses questions. Alors, ce que je note aussi dans votre propos, c'est que vous dites bien que le sujet, c'est agir, c'est comment on fait. Hein. On constate, on peut se dire, bon, ben, on arrête, mais vous dites comment on agit. Et je souhaiterais maintenant m'adresser à Lucille Schmitt, parce que la Fabrique écologique, alors c'est un think tank, vous promouvez l'écologie, le développement durable, mais en vue de l'action, en vue de propositions pragmatiques et concrètes. Voilà ce qu'est la Fabrique écologique. Et alors, la question que je souhaite vous poser, donc les préoccupations environnementales aujourd'hui, c'est plus l'apanage d'un parti, c'est plus l'apanage de militants très engagés, c'est un débat qui a infusé, qui se diffuse dans l'ensemble de la société, et on parle là d'un phénomène mondial. Je songe notamment à l'engouement que déchaîne la jeune suédoise Greta Thunberg. On voit bien aussi, pour parler politique, on voit certains résultats électoraux également. Donc on peut parler de France, mais aussi d'Allemagne, un pays que vous connaissez bien également. Donc comment vous analysez cet essor de la préoccupation environnementale? Est-ce que c'est juste parce qu'on a peur face à cette question existentielle? Est-ce qu'on se réfugie dans les préoccupations environnementales pour essayer de trouver une manière de penser l'avenir? Et comment vous voyez finalement ces solutions concrètes, cet appel à l'action qu'évoquait Laurence Monelli-Schmitt? Je vous en prie. Merci beaucoup Cécile pour ces questions très simples. Je suis ravie d'être là. Je vais essayer d'abord peut-être de revenir sur une définition de cette préoccupation environnementale qu'on évoque assez largement aujourd'hui, sans jamais vraiment la définir et sans essayer de définir pourquoi au fond elle a fait irruption d'une façon qui était relativement imprévue, en tout cas dans l'accélération que nous vivons par rapport à tout ce qu'on avait prévu. D'ailleurs, pour parler de politique brièvement et ensuite refermer le sujet, il est clair que, par exemple, les sondages n'avaient pas vu venir le bon résultat des partis écologistes aux élections européennes. Il y a d'autres choses qu'ils n'avaient pas vu venir, comme le niveau de participation et l'effondrement de la droite. Mais
en tout cas, la surprise sur le résultat des écologistes a été une surprise très forte. Alors, cette préoccupation environnementale, à quoi s'adosse-t-elle ? Laurence Monnoyer-Smith nous a rappelé un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, il y a une irruption quelque part du diagnostic scientifique dans nos vies qui s'adosse en plus à une visibilité de plus en plus forte de ce qu'est le réchauffement, le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Cette visibilité, il y a encore quelques années, lorsque Dominique Bourg et Kerry Whiteside avaient écrit un ouvrage qui s'appelle « Démocratie écologique », je crois que c'était sorti en 2010 ou en 2011, ils disaient à l'époque « les citoyens ne peuvent pas vraiment être impliqués dans les décisions écologiques parce qu'il n'y a pas de visibilité du réchauffement climatique et que quelque part, ils sont dans une situation où ils regardent les choses à court terme, ils regardent les choses en termes d'intérêt individuel, ils regardent les choses par rapport à l'intérêt local ou l'intérêt national, mais en tout cas, ils regardent les choses qu'ils voient et qu'ils connaissent. Or, nous, en un nombre d'années record, très, très faible, nous voyons et nous connaissons de mieux en mieux dérèglement climatique et perte de biodiversité. Je dirais d'ailleurs que la perte de biodiversité qui est arrivée dans un second temps après la question du réchauffement climatique, puisqu'on a beaucoup parlé du dérèglement climatique en 2015, notamment au moment de la négociation de ce grand accord universel à Paris sur les questions climatiques, qui a été un merveilleux succès diplomatique et qui a ouvert un espoir. À l'époque, on parlait peu de la question de la nature et de la biodiversité. Et il y a eu là encore un effet de rattrapage extrêmement rapide. En 3 ans, on sait aujourd'hui que la question de la disparition des espèces, le sujet de l'océan, par exemple, l'invasion de l'océan par les microparticules du plastique, la disparition des coraux, tout ça, en termes d'image choc et de sentiment de perte qui nous menacent, est arrivé a fait irruption d'une façon qui est encore plus forte, me semble-t-il, que la question du dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce que notre relation à la nature est une relation plus concrète que peut-être, sauf quand il y a canicule, que peut-être cette question du climat, qui n'est pas une question de météo, qui est quelque chose de plus inerte, qui est quelque chose parfois aussi de plus décourageant, parce que par exemple sur la nature, on sait que si on supprime les pesticides, les abeilles reviennent. Sur le dérèglement climatique, l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une catastrophe annoncée et que nous n'y pouvons pas grand-chose, voilà, nous pouvons nous sentir plus impuissants par rapport au climat que sur la question de la nature. Donc, irruption des sciences, irruption d'une visibilité de cette préoccupation environnementale, irruption aussi des questions de santé et d'environnement. Donc, dans notre quotidien, très concrètement, sur des sujets, pour le coup, qui sont des sujets sociaux, économiques, nous vivons les morts prématurées à cause de la pollution, nous vivons la question des passoires, des logements passoires thermiques, nous vivons une transformation très profonde de notre relation à la mobilité. Donc tout ça fait que la préoccupation environnementale s'adosse à la fois à des sujets d'experts, de scientifiques, et à des sujets extrêmement concrets. Et en ce sens, c'est quelque chose qui bouleverse aussi profondément notre relation aux enjeux politiques et aux enjeux démocratiques. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience des citoyens sur ces questions-là, elle est à la fois rapide, experte. C'est-à-dire qu'on voit aussi apparaître, en termes d'association, de mobilisation, des contre-expertises, des contre-pouvoirs qu'on n'avait pas forcément imaginés, que ni peut-être les instances classiques de l'État, des collectivités locales dans une moindre mesure, ce qu'évoquait Laurence Monnoyer-Smith, mais aussi les entreprises, puisqu'on est ici dans un think tank qui a été créé par Vinci, n'avaient pas forcément anticipé. Je pense par exemple que lorsque Bayer a racheté Monsanto, Bayer n'avait pas du tout anticipé la descente aux enfers qu'allait être le rachat de Monsanto. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Bayer pensait faire un investissement durable, si je puis dire. Et au fond, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est la multiplication des procès, c'est l'interdiction du glyphosate discutée, débattue, certes pas encore mise en place, mais qui en tout cas est discutée et débattue très ouvertement. C'est une pétition au niveau européen d'1,5 million de personnes. Donc il y a quelque chose qui s'accélère aussi et qui influe sur la décision stratégique des entreprises. Je venais ici en métro, bien sûr, et je regardais la publicité. Je voyais qu'à l'approche des vacances fleurissent les publicités sur les compagnies charter XL ou XXL, je ne sais plus, qui vous proposent d'aller aux Antilles pour 150 €. Et je me disais,
je pense que l'année prochaine, ils ne feront plus leur campagne de publicité de la même manière, de la même façon que sur la question, aujourd'hui, vous savez, nous sommes harcelés au fur et à mesure que le secteur automobile ne va pas très bien de publicité pour l'automobile. Vous ne pouvez pas regarder une vidéo sans que ça commence par, y compris quand elle est écologique, par une pub sur l'automobile. Je pense que là aussi, il va y avoir une accélération et qu'on va concevoir différemment sa publicité. Donc, en tout cas, la préoccupation environnementale, elle est complexe, elle est rapide, et elle opère en termes de psychologie sociale et de projet de société une vraie rupture. La deuxième chose qui me semble importante par rapport à la question de Cécile, c'est la question de l'action, le temps de l'action. Alors, Laurence a beaucoup parlé, au fond, des espaces démocratiques et de la manière dont la CNDP avait ouvert des espaces démocratiques qui sont inédits dans l'Union européenne, quelque part inédits au niveau mondial aussi, mais comment ces espaces démocratiques, peut-être, ont pu créer en retour, comme le disait Cécile, des frustrations, parce que quand on ouvre un espace, le sujet, c'est est-ce qu'on a l'impression qu'on est puissant ou est-ce qu'on est impuissant ? Et dans les discussions que nous avons ici depuis la création du groupe de travail, c'est une question structurante. C'est-à-dire que très souvent, j'ai l'impression d'un jeu d'acteurs, ou en tout cas d'un ressenti différent entre citoyens et entrepreneurs, avec l'impression que les entrepreneurs se disent « mais on a respecté toutes les procédures, on est concessionnaire, l'État, les collectivités locales ont décidé de nous donner un marché. Et pourquoi est-ce que les citoyens, à un moment ou à un autre, ne comprennent pas que les choses sont faites ? Et au fond, pourquoi ne restent-ils pas dans le rôle qui est le leur, qui est d'avoir pu discuter, débattre, contester éventuellement, et puis qu'à un moment, le temps de la contestation est passé et le temps de l'action est venu. Je crois que le sujet, c'est qu'au fond, le temps de l'action au temps du dérèglement climatique et de l'extinction de la biodiversité est une action différente. C'est un sujet qui concerne à la fois les entrepreneurs, les écologistes et je dirais chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il faut mieux articuler la pensée et l'action et à la fois repenser le modèle économique et social en y intégrant la préoccupation de la nature et la préoccupation de la survie, comme l'a rappelé Laurence, et accepter donc que cette espèce d'interaction entre citoyens, entrepreneurs, acteurs publics ne s'arrête pas une fois la procédure purgée, si je puis dire. Et donc, nous sommes dans un moment inédit où on voit bien que l'articulation entre contenu et procédure est une articulation qu'il faut revoir. Je ne sais pas si j'ai là-dessus une réponse, mais en tout cas, j'observe que dire la procédure a été respectée, ça ne suffira pas à arrêter les contestations et les interpellations. Et dans un certain nombre de cas, peut-être faut-il même se dire que certains grands projets qui avaient un sens il y a 10 ans, 15 ans, n'ont plus de sens aujourd'hui, ou en tout cas qu'il faut en modifier profondément l'équilibre, le sens, et les enrichir, je ne sais pas, mieux préserver certaines choses. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement des emmerdements de considérer qu'il faut revoir les projets, ça peut être aussi une opportunité, je tiens à insister là-dessus. Il me semble que lorsqu'Édouard Philippe a fait son discours pour justifier, pour expliquer l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, il a peu parlé d'écologie, mais beaucoup de démocratie dans son discours, que j'ai regardé, écouté très attentivement. Et justement, il a évoqué la question du consensus. Il a dit une phrase très, très, très intéressante. Il a dit « Aujourd'hui, ce projet ne fait plus consensus ou ne fait pas suffisamment consensus pour que nous puissions le poursuivre. » Il n'a pas parlé des zones humides, il n'a pas parlé de la ZAD, il a parlé de la question, au fond, du projet de société qu'on porte et de la manière dont les oppositions à un projet sont suffisamment fortes pour devoir être prises en considération et donc pour entraîner, dans ce cas précis, l'abandon du projet. Je ne me prononcerai pas sur Notre-Dame-des-Landes plus largement, mais en tout cas, je pense que ce qui était intéressant, c'était l'idée que le projet ne faisait plus consensus, il avait été lancé 40 ans auparavant, si je me souviens, après, avec des phases, des cycles d'accélération, des cycles de gel, etc. Et nous voyons bien que la légitimité de certains projets s'inscrit dans le temps par rapport au modèle de société dans lequel nous nous projetons. Et donc aujourd'hui, sur cette question des grands projets utiles ou inutiles, imposés ou démocratiques, puisque du côté du militantisme écologique, vous savez comment on appelle ces grands projets, ce sont des grands projets inutiles et imposés, II.
Comment est-ce qu'on peut faire pour substituer le sentiment que certains grands projets sont inutiles et imposés, pour y substituer une définition qui dise qu'ils sont utiles et démocratiques? Je pense que ce sont deux sujets intéressants. Et c'est vrai que la question de l'intérêt général, question souvent invoquée, Cécile parlait de la façon dont quand on passe les concours administratifs, on est biberonné à l'expression d'intérêt général et à l'expression de service public. Il y a 30 ans, c'est vrai que c'était des expressions que j'acceptais d'une certaine manière, d'une façon quasiment spirituelle. Pour moi, elles n'avaient pas à être discutées. 30 ans après, je pense que la question de les remplir d'un contenu concret et de voir comment est-ce qu'on articule cette question de l'intérêt général par rapport à l'échelle territoriale, par rapport aussi à la possibilité d'arriver à ce consensus entre des communautés qui aujourd'hui ne partagent pas facilement les mêmes objectifs, c'est un sujet essentiel. Et là-dessus, je terminerai en disant, enfin provisoirement, je terminerai en disant qu'il me semble que sur ce sujet de l'action, nous voyons bien qu'aujourd'hui, la question qui est posée aux écologistes comme aux entrepreneurs, comme aux acteurs publics, c'est la question de l'articulation entre ceux qui ont le pouvoir et des contre-pouvoirs efficaces. Cécile me posait la question de la fabrique écologique et du fait que lorsque nous avons créé ce think tank avec d'autres, notamment son président Géraud Guibert, nous avons souhaité afficher d'une part un think tank transpartisan, c'est-à-dire qui inclut des personnes qui ont des engagements politiques dans différentes familles, ensuite mêler les générations et les milieux professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le secteur privé dans ce think tank, et travailler avec une ou deux propositions dites opérationnelles à chaque fois que nous faisons un rapport. Bon, faire une ou deux propositions opérationnelles, ça ne veut pas forcément dire agir, mais en tout cas, c'est déjà un élément de l'action. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'action écologique, et notamment lorsqu'il s'agit d'adapter les choses, est aussi difficile ? Pourquoi est-ce que j'emploie le terme d'adaptation ? Parce que quand vous écoutez Hervé Le Treut, qui est peut-être le climatologue le plus pédagogue, qui a beaucoup travaillé notamment en région Nouvelle-Aquitaine sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager et adapter une région qui vit déjà l'érosion de la côte à cause du dérèglement climatique, on voit bien qu'on sait construire et on sait aménager le territoire selon l'ancien modèle, mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à aménager le territoire en intégrant la question de l'adaptation au changement climatique et à la question de la préservation de la biodiversité. Et au fond, lorsqu'on fait des débats publics aujourd'hui, on peut assister à un camp contre l'autre, ou ou trois camps contre les uns et les autres. Et le sujet, c'est au fond comment est-ce que les camps vont recommencer à se parler avec l'idée que peut-être on peut trouver, en ayant ce principe d'adaptation territoriale, des grands projets utiles et démocratiques. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. Après, comment peut-on faire par rapport à la construction ? J'entendais qu'il s'agissait de qu'on appelle ces grands projets linéaires, par exemple, ou énergétiques. Ces grands projets linéaires, donc comme le contournement de Strasbourg, comment peut-on faire face à des opposants extrêmement déterminés, avec le sentiment, ce qui nous avait été exposé par le président de la communauté urbaine, que par ailleurs c'est une manière de faire qu'il y ait moins de pollution en centre-ville. Comment est-ce qu'on peut faire par rapport au fait que l'argument d'écologie est utilisé par rapport au centre-ville, mais que ça conduirait à une perte de biodiversité et aussi à mettre en danger notamment l'espèce du hamster géant, c'est ça, d'Alsace, du grand hamster d'Alsace. Ce qui n'est pas, ça peut faire sourire, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est très symbolique. C'est-à-dire que si on réussit à préserver une espèce qui s'appelle le grand hamster d'Alsace, on pourra peut-être aussi préserver d'autres espèces, et en tout cas, on aura donné une forme de respect à la question de la préservation de la biodiversité, qui est quelque chose de très emblématique aujourd'hui. Comment peut-on faire donc pour mettre ce principe d'adaptation à ce que nous disent les sciences, mais aussi d'adaptation en termes de négociation et de démocratie au cœur des enjeux? Ça me semble être un élément essentiel. Et ne pas ressentir, au fond, la contestation citoyenne simplement comme une injustice ou quelque chose d'illégal ou qui ne correspond pas à ce que dit la loi, ça me semble être aussi très important, parce que la loi, on sait ce qu'elle est. Elle dépend d'une majorité, elle dépend d'un équilibre politique, elle dépend de ceux qui ont le pouvoir. Et au fond, la question pour que les citoyens aujourd'hui structurent un contre-pouvoir efficace et qui puissent dialoguer, c'est aussi le sentiment que le respect de part et d'autre puisse être partie prenante de cette négociation. Je crois aussi que
pour que l'action puisse être menée, l'idée d'une interaction permanente devrait être mise en place. Et en ce sens, je me demande si il n'y aurait pas du côté des entreprises à ce que certaines se disent mais nous pouvons être pionnières en ce sens. C'est-à-dire, alors Vinci fait moins de publicité que les compagnies aériennes ou que les constructeurs de voitures, mais Vinci, par ailleurs, est considéré comme une entreprise emblématique de grands projets qui, quelque part, ne sont pas dans le scope écologique, pour dire les choses frontalement. Comment est-ce qu'on peut changer cette image? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de montrer que la négociation existe et peut-être imaginer autour de la question de la ville durable, de ce principe d'adaptation, quelque chose qui puisse être une sorte de switch, de changement d'image? Je pense que c'est un point essentiel. Du côté des écologistes, il y a évidemment à envisager les compromis et un principe d'adaptation nécessaire lorsqu'on veut passer du rôle d'interpellation au rôle de l'action. Et aujourd'hui, on n'est plus au moment des valeurs et on n'est plus au moment des discours. On est au temps de l'action, puisque ce que nous dit le GIEC, c'est que nous avons 10 ans pour agir si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et on sait que 0,1 degré de plus, c'est tel ou tel pourcentage d'espèces en termes de biodiversité en moins, c'est telle ou telle submersion des petits États iliens en plus, et que le scénario de 1,5 degré est le scénario le plus vivable. Alors même que lorsqu'il a été confié au GIEC un rapport sur ce sujet, les scientifiques refusaient de le faire parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas scientifiquement, légitime, parce que nous avons été tellement loin dans nos politiques économiques et sociales sans tenir compte des enjeux scientifiques que pour eux, ce scénario est hautement improbable. Lorsqu'ils ont fait néanmoins leur rapport sur le 1,5 degré en octobre 2018, ils ont adossé ça à un raisonnement politique pour la première fois en disant c'est faisable, mais si ceux qui ont le pouvoir changent drastiquement leurs projets, leurs méthodes de travail et les politiques qu'ils mènent. Donc je crois que c'est aussi une interpellation à tous les acteurs qui ont du pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques ou citoyens, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Lucile, notamment d'avoir montré cette tension, à mon avis, majeure entre la démocratie procédure et la démocratie politique, action politique, qui est, à mon avis, une des grandes tensions à l'œuvre aujourd'hui. Merci aussi de cet appel à mieux articuler pensée et action. C'est un peu ce qu'on essaye de faire en permanence ici chez Léonard. Et ça me fournit une transition parfaite pour m'adresser à vous, Xavier Huillard. Alors, généralement, quand on parle donc, dans cette crise de consensus, on pointe assez facilement du doigt les acteurs privés, les entreprises. Alors, elles sont pointées du doigt législativement. Je pense à la loi Pacte, qui a posé le principe, et pas dans n'importe quel texte, quand même dans le Code civil, de la responsabilité environnementale et sociale des entreprises dans le cadre de leurs activités. Alors, ce que je souhaite vous demander, c'est quand on est un acteur privé, comment est-ce qu'on fait par rapport à cette perception, et vous avez parlé d'image, que finalement l'acteur privé est au mieux étranger à l'intérêt général. Je reprends quand même le thème. Alors je peux dire bien commun, si je me mets dans la perspective d'un prix Nobel, pas n'importe qui, quand même Jean Tirole qui parle de bien commun. Au mieux étranger à l'intérêt général ou bien commun, au pire le menaçant. Et concrètement, quelles conséquences un acteur, vous l'avez dit, majeur dans ces grands projets liés à la ville de demain, liés à la transition énergétique, un acteur de la construction de la concession, qu'est-ce que concrètement, comment il peut répondre à cette crise de consensus et comment il peut faire en sorte que les projets sortent, puisque je pense que si vous avez un point commun ce soir, c'est bien que vous considérez que l'action est nécessaire. Merci Xavier. Donc moi, je suis le bad guy. Je voudrais juste démarrer en disant que, évidemment, que notre perception des thèmes du développement durable a évolué depuis une quinzaine d'années, que oui, bien entendu, nous l'avons d'abord pris comme quelque chose d'un peu extérieur à la sphère économique dans laquelle nous avions le sentiment que nous avions notre légitimité. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appropriation des thématiques du développement durable, et en particulier de l'environnement, par des entreprises, par la plupart des entreprises, et Vinci en particulier, c'est d'avoir intimement la conviction que progresser collectivement sur ces thématiques
est en réalité la seule manière d'être nous-mêmes durables. Et je trouve que c'est important de le dire comme ça, parce qu'on réconcilie des choses qui sont a priori perçues par l'extérieur comme étant en réalité des choses extrêmement différentes. Le développement durable et l'environnement, ça fait vraiment partie de notre destin, parce que nous savons très bien que nous ne serons pas durables si nous ne progressons pas de façon très rapide sur ces différentes thématiques du développement durable, et en particulier l'environnement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on est là ce soir autour d'un thème relatif aux grands projets. La réalité, c'est que le sujet va progressivement descendre sur des sujets de plus en plus modestes. On assiste déjà à des oppositions, à des contestations sur des projets plus modestes. Ce qui m'a frappé récemment, c'est par exemple une ferme solaire. C'est bon pour la planète, une ferme solaire, mais qui a été contestée par le monde agricole, qui considère souvent qu'au fond, le foncier, c'est un peu eux qui doivent être prioritaires. Et puis le monde de l'environnement qui considère, sans doute à juste titre également, qu'on ne peut pas sauver la planète en détruisant la nature. Et donc ma conviction, c'est que le sujet de ce soir, il est extraordinairement important, parce qu'en réalité, ça va diffuser non seulement sur les grands projets un peu emblématiques comme ceux que nous avons évoqués, mais de plus en plus sur nos projets du quotidien. Et donc il est important qu'on trouve une clé pour effectivement essayer de faire en sorte que même ces projets du quotidien demain finissent par continuer à pouvoir avancer, parce que depuis que le monde est monde, il va bien falloir qu'effectivement on fasse un certain nombre de choses pour les mobilités, pour la reconstruction de la ville, sur la ville et autres. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle souvent des sujets qui fâchent. On a parlé du contournement de Strasbourg, on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, on a parlé de lignes électriques qui sont de plus en plus difficiles à faire passer, et ça commence à devenir un vrai problème en Allemagne. J'en atteste, puisque moi j'avais acheté en Allemagne, il y a quelques années, une entreprise qui faisait du transport d'énergie électrique, de l'ingénierie de transport d'énergie électrique. Bon, pour l'instant, le business plan n'est pas tout à fait celui qu'on avait prévu, parce que les investissements n'ont pas encore réellement commencé. Ce n'est pas seulement un problème d'environnement, c'est un problème de savoir qui paye quoi, parce qu'évidemment, il faut bien que quelqu'un paye au bout du compte, et que celui qui paye au bout du compte, c'est évidemment celui qui reçoit sa facture d'électricité, parce qu'il aura payé un petit peu plus que ce qu'il fait aujourd'hui pour le droit de faire transiter son électricité sur du transport et de la distribution d'énergie électrique. Si je vous évoque tout ça, c'est qu'on ne parle pas de tous les autres projets qui, eux, arrivent à trouver leur place sans contestation particulièrement, disons, virulente, qui serait de nature à mettre en péril le projet. Je vous rappelle que depuis quelques années, le pays s'est doté de plusieurs centaines de kilomètres d'infrastructures linéaires, de lignes à grande vitesse. Et je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai signé Sud Europe Atlantique en 2011, ma main tremblait, d'une part parce que c'était un investissement de 8 milliards d'euros, donc on parle de choses un peu sérieuses, et d'autre part et surtout parce que j'avais la conviction que je passerais mes 6 prochaines années, parce que 6 ans c'était le temps dont nous disposions pour réaliser l'infrastructure, sous une pression infernale en provenance de préfets, de ministres, de directeurs de cabinet, qui en permanence essaieraient de me mettre en pression pour qu'on rajoute des murs anti-bruit, des passages pour la faune, des passages pour les agriculteurs et que sais-je. Eh bien, je vais vous faire un aveu, j'ai reçu 2 lettres en 6 ans. Et pourquoi ça? Parce que nous avons appris que la meilleure manière de permettre à ces grands projets d'avancer, c'est d'installer l'ouverture, le dialogue, la concertation, pas à Paris, pas dans mon bureau, localement. Et nous avions des équipes de plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes sur l'ensemble des 330 km de l'infrastructure et qui étaient là uniquement pour ça. Et puis, vous avez constaté que sur le quartier de la Défense, on n'a jamais autant construit de grands immeubles de bureaux. Et oui, on est revenu dans une phase de construction de très grandes tours de bureaux. J'en ai encore fait la première pierre de l'une d'entre elles il y a quelques jours. Il y a la tour Éclat, il y a la tour Trinity, il y a la future tour Total, il y a les tours Duo sur la Zaxel rive gauche. Voilà. Et donc tous ces projets qui en réalité finissent par sans doute pas faire consensus, ça n'existe pas, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, ces projets, ils arrivent à avancer en dépit d'un certain nombre de difficultés, en dépit d'un certain nombre de contestations, mais ils arrivent à avancer. Et donc c'était pour juste ramener les choses à leur juste réalité, c'est-à-dire que oui, on parle de quelques infrastructures
très emblématiques qui ont été manifestement des échecs, Notre-Dame-des-Landes, je vais y revenir, mais on ne parle pas de tous les autres projets qui sont parfois extraordinairement impactants et qui, eux, arrivent à déboucher sans créer de drames particulièrement significatifs. Je crois que, et nous, notre boulot, c'est ça. Nous, notre boulot, de plus en plus, c'est pas seulement d'être capable de construire des tunnels, des ouvrages d'art ou des bâtiments. Notre boulot, sur le terrain, c'est de créer les conditions qui permettent de s'assurer que le projet qui nous a été confié, parce qu'en général, on ne décide pas, c'est quelqu'un qui nous le confie, l'État souvent, ou un propriétaire privé, de faire en sorte que ce projet, effectivement, puisse arriver à son terme et réellement se construire. Et notre boulot, c'est donc, bien au-delà de la technique, c'est d'essayer de construire le minimum de consensus local de façon à ce que le projet continue à prospérer. Je crois, alors je vais être très très simplificateur parce qu'en fait moi je suis un entrepreneur, donc je ne sais pas parler de tout ça avec des mots trop compliqués. Je crois qu'il y a 3 conditions pour permettre à nos projets de continuer à prospérer. La première, c'est qu'il faut décentraliser. Ce qui m'a frappé, moi, dans le projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est 2 choses. D'abord, ce projet, ça a été rappelé, il avait 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phase de concertation, d'enquête publique, elle a été faite il y a très longtemps, dans un paradigme différent. Et il aurait sans doute fallu, c'est facile à dire après, reprendre tout cela à l'intérieur du paradigme dans lequel nous vivons aujourd'hui, et non pas simplement s'arc-bouter sur le fait que toutes les phases avaient été remplies, toutes les cases avaient été cochées, et qu'au fond, le projet avait toutes ses autorisations pour prospérer. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, la notion du temps est absolument fondamentale. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est que vous vous souvenez, et contrairement à ce qui a été dit, le fait que l'abandon de Notre-Dame-des-Landes ait été annoncé sur le perron de Matignon, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est ma première condition, les projets, ils doivent être portés localement par des leaders d'opinion, des politiques, des associations, portés localement. Et le débat quant à leur utilité collective est un débat qui doit avoir lieu totalement localement. Et donc ceux qui, normalement, auraient dû annoncer l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas à Paris que ça se passe, c'est localement. Et pourquoi? Parce que localement, du fait d'une sorte d'affecto-sociétatisme des habitants d'une région par rapport à leur région, on arrive plus facilement qu'au niveau national à construire des consensus. Regardez, quoi qu'on en pense sur le plan politique, Gérard Collomb à Lyon, parce que les Lyonnais sont attachés à leur territoire lyonnais, il arrive à faire bouger des montagnes, il arrive à faire des choses. Il ne fait pas plaisir à tout le monde, mais il y arrive. Pourquoi? Parce qu'au-delà des positions des uns et des autres, il y a un amour du territoire, il y a un affecto-sociétatisme avec le territoire qui fait que les gens finissent par trouver les voies et moyens permettant d'effectivement construire du consensus. Donc mon premier point, c'est décentraliser, faire porter les projets, alors évidemment sauf les projets qui traversent la France de part en part, faire porter les projets au niveau local. On n'a pas besoin de textes supplémentaires, on a juste besoin, et c'est vrai pour plein d'autres aspects de notre vie politique, de décentraliser en faisant confiance aux gens qui vivent dans les territoires et qui savent beaucoup mieux que nous à Paris ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour le territoire, et qui savent beaucoup mieux que nous à Paris comment construire des consensus locaux. La deuxième condition, me semble-t-il, c'est que nos processus de concertation, nos enquêtes de déclaration d'utilité publique se font sur la base de projets qui sont beaucoup trop figés. Il nous faut trouver le temps et le courage de lancer des concertations à un moment où le projet dispose encore de grandes marges de manœuvre, de grandes marges de négociation, de grandes marges de créativité. Parce que sinon, vous posez la question aux gens, mais en réalité, vous les prenez pour des imbéciles, parce qu'ils comprennent que le projet, il est quasiment figé, qu'on va peut-être leur rajouter un mur anti-bruit ou un passage pour la faune ici ou là, mais que pour l'essentiel, le projet est figé. Comment voulez-vous que ces gens-là viennent de façon intelligente, avec un peu de bienveillance, dans la concertation, dans le dialogue, s'ils ont le sentiment qu'on les prend a priori comme pour des imbéciles? Et donc, je pense que la deuxième condition, c'est passer beaucoup de temps, des années s'il faut, la gare de Stuttgart,
pas un très bon exemple, mais ce qu'ont fait les Suédois en matière d'enfouissement de déchets nucléaires, bon exemple. À chaque fois, ça leur prend des années, voire parfois des dizaines d'années. Donc prendre beaucoup le temps d'organiser la discussion, le dialogue, la concertation au niveau local, et à un moment où on a encore des tas de marges de manœuvre permettant effectivement de prendre en compte les bonnes idées, les éclairages qu'on n'avait pas vus, de telle sorte que les gens aient vraiment le sentiment que cette concertation a effectivement servi à quelque chose. Et mon troisième temps de la manœuvre, c'est là où je vais vous choquer, c'est qu'une fois qu'on a fait les deux premières, là, il ne faut plus trembler, il ne faut plus hésiter, et il faut foncer. Pourquoi Sud-Europe Atlantique, notre ligne à grande vitesse, a bien fonctionné? Parce qu'en l'espace de 6 ans, avec au pic 8500 personnes sur le chantier, on a déroulé le chantier de façon imparable. Qu'est-ce qui s'est passé sur le contournement de Strasbourg? Je ne sais pas si votre speaker d'hier l'a dit. Le projet, il a été lancé une première fois, nous l'avions gagné, il a été arrêté au début du mandat de François Hollande, il a été relancé ensuite, nous l'avons à nouveau gagné, et au moment où, c'était il y a 2 ans à peu près, nous étions prêts à faire des compléments de fouilles archéologiques et des reconnaissances géotechniques, nous avons été arrêtés sur ordre à l'époque du ministère, c'était à l'époque Nicolas Hulot, parce qu'il y avait à l'époque une douzaine de zadistes qui ne voulaient pas nous laisser couper quelques arbres. Cette hésitation, et nous avons donc eu ordre de nous replier. Comme vous savez, sur le territoire français, quand vous ne coupez pas un arbre entre, en gros, je caricature, entre le 15 septembre et le 15 octobre, ben vous êtes repoussé d'1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les opposants résiduels au projet, qui avaient déjà pris un peu d'ampleur parce que le projet avait eu des allers-retours, lancé une fois, puis renoncé, puis relancé une fois, évidemment, ils ont eu le sentiment, à juste titre, je ne leur en veux absolument pas, qu'il y avait une grosse fenêtre de tir, parce qu'avec l'année dont ils disposaient maintenant, eh bien, il ne serait plus 10, il serait sans doute 300, 400, etc. Et donc, mon point, c'est de dire qu'à partir du moment où vous avez rempli mes 2 premières conditions, c'est-à-dire faire porter le projet au niveau local, établir une concertation au niveau local, et ensuite prendre le temps qu'il faut, avec des marges de manœuvre suffisantes pour que les gens aient vraiment le sentiment que cette concertation a servi à quelque chose. Quand vous avez bien réussi ces 2 premières phases, au moment du passage à l'acte, il faut à ce moment-là ne plus hésiter, ne plus trembler. Parce que le moindre tremblement est évidemment, c'est normal, c'est l'être humain, est utilisé par les oppositions résiduelles pour considérer qu'il y a encore des marges de manœuvre pour éventuellement bloquer le projet. Voilà, donc moi ma théorie c'est simple, on peut y arriver. D'abord c'est pas si problématique que ça parce qu'on arrive encore à faire des tas de choses dans un relatif consensus. Simplement il faut changer notre logiciel, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut changer notre logiciel en décentralisant, en faisant porter par des acteurs locaux, en organisant la concertation au niveau local. J'imagine que la CNDP est décentralisée, et derrière prendre le temps de cette négociation avec des marges de manœuvre, et ensuite, eh bien, y aller sans trembler, sans hésiter. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre place. Merci, parce que là, on est exactement dans ce qu'est la problématique de ce festival Building, les échelles de territoire, les échelles de temps. Et je retiens d'ailleurs dans cette idée de décentralisation, de parler local, un lien avec cette adaptation, cette territorialisation qu'évoquait exactement Lucille Schmitt. Il y a un autre mot que vous avez prononcé qui est intéressant, qui est le mot courage. Voilà, je crois que c'est un mot important, et si on détaille dans le débat, on pourra reparler aussi quand on parle du local et du national, du rôle de l'État et de ses postures. Alors, la matière est très très riche, j'imagine que vous avez beaucoup de questions, et donc voici venu le temps du débat, c'est vous maintenant qui avez la parole.
Bonjour, je m'appelle Marie Le Breton, je suis ingénieure dans une entreprise du groupe Vinci. Je revenais sur les dernières choses qui ont été dites. Si on veut que les projets puissent avoir plus de concertation et donc qu'ils ne doivent pas être complètement figés à ce moment-là, et que derrière on veut faire les travaux très vite, il y a la phase entre les deux qui est la phase d'appel d'offres, qui normalement était une phase où le projet était ficelé et ensuite les entreprises, surtout au marché public, avec des règles bien précises, répondaient sur cet appel d'offres. Est-ce que dans ce nouveau modèle, on veut que les entreprises soient déjà présentes dans la phase de concertation pour amener leurs procédés spécifiques, etc. Et donc, que deviennent les règles d'appel d'offres? Alors, je crois que c'est pour vous. Merci, c'est une excellente question. L'autre référentiel qu'il faut faire éclater en morceaux, c'est le Code des marchés publics. Non, mais je suis très très sérieux. Le Code des marchés publics sort d'un paradigme où on voyait le monde de façon séquentielle. Alors que ce que nous sommes en train tous de dire, c'est que les problématiques sont devenues aujourd'hui tellement complexes qu'il faut voir les choses de façon holistique. Et le Code des marchés publics n'est absolument pas adapté à ça. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les projets sur lesquels nous pouvons essayer d'appliquer les quelques idées que j'ai évoquées tout à l'heure sont très peu nombreux parce qu'il ne s'agit que des projets sur lesquels nous avons la main très en amont. Vous vous doutez bien que Notre-Dame-des-Landes, on signe l'affaire en 2011. C'est-à-dire que le projet avait déjà quasiment 32 ou 33 ans. Le mal était déjà fait. Le verre était complètement dans le fruit. En réalité, la situation était déjà impossible à gérer. On n'en avait pas totalement conscience, mais on avait raté toutes les premières étapes, nous, collectivement. Et donc, demander à quelqu'un qui avait gagné l'appel d'offres de rectifier une succession d'erreurs qui s'étaient accumulées depuis 33 ans, c'est mission impossible. Et donc, dans cette vision totalement séquentielle où l'entrepreneur qui va juste construire, ce qui est votre cas, n'interviendra que très en aval, évidemment qu'on nous demande l'impossible. On nous demande de rattraper des erreurs de logiciels qui ont été faites par tous les gens qui ont été à l'origine du projet très en amont. Et donc, il faudrait, oui, mettre ce code des marchés à la publique et permettre, avec des règles suffisantes pour que ce soit transparent, que ce soit pas anticoncurrentiel, etc., etc. C'est pas facile, pour permettre à des gens comme nous, qui avons de la bonne volonté et des idées, d'intervenir beaucoup plus en amont sur les projets. Oui, vous avez raison, mais aujourd'hui, c'est pas possible, ou très peu possible. Laurence Mommeilly, vous souhaitez revenir sur ce sujet parce qu'effectivement, c'est une question importante parce que vous l'avez tous les trois fait ressortir que cette phase de la conception du projet, dès lors qu'on n'est plus porté par ce mot magique intérêt général, cette phase de la conception ne peut plus se résoudre comme ça. Et donc, comment est-ce que concrètement, quelle forme ça peut prendre dans le débat? Alors, vous avez tout à fait raison. Je m'étais bien pris la tête à l'époque où on a fait les premiers débats publics sur le parc éolien offshore. Et c'était juste avant que j'arrive à la CNDP. Et je me souviens très bien que le président de la CNDP à l'époque avait été voir Ségolène Royal pour lui expliquer que la façon dont les débats publics étaient conçus n'était pas compatible avec le code des marchés publics et avec en fait la structure du processus décisionnel. Autrement dit, qu'on fait peser sur le porteur de projet qui a gagné l'appel d'offres le poids d'un débat public, alors que lui-même n'a plus de marge de manœuvre quant à la conception de son projet. C'était complètement aberrant. Et on avait dit, et j'avais vraiment milité pour ça, et j'étais revenue voir Ségolène Royal après, en disant il faut complètement qu'on change le truc, il faut que ce soit à l'État de porter le débat public, qu'en fonction de ce qui sort du débat public, il construit son appel d'offres, et qu'ensuite il y ait d'autres phases de concertation, mais qui ne portent plus sur l'opportunité, mais qui porte essentiellement sur les modalités de l'organisation, les relations avec les pêcheurs, l'espace entre les différents mâts. Enfin, il y a toute une série de choses à discuter. Et elle n'a pas voulu. Et ça a donné un bordel indescriptible, souvenez-vous, sur le parc éolien offshore, parce qu'à l'époque, j'avais été présidente de la CPDP au parc éolien du Tréport, qui en plus a eu 2 débats publics avec 2 maîtres d'ouvrage différents. Et finalement, suite au drame de Sivins, dans les ordonnances qu'on nous a demandé, sur lesquelles j'avais la plume pour pour restructurer le droit de la participation, on a introduit une nouvelle disposition qui est la concertation sur les plans et les programmes.
de façon à ce qu'on fasse porter sur un plan d'aménagement, sur des schémas directeurs, sur des schémas de cohérence territoriale, etc., le débat public qui précise en fait les fonctionnalités, l'organisation de la ville. Là, on peut vraiment faire des questions d'appropriation territoriale. J'aime bien ce que vous avez dit. Hein. C'est vraiment, pour moi, quand vous parlez d'affectio societatis, c'est vraiment des modalités d'appropriation territoriale des projets. Comment est-ce que les gens s'inscrivent dedans? Et ensuite, on peut passer à d'autres modes de concertation. Donc on a mis ça en place et du coup on a fait des débats stratégiques de façade pour travailler bien l'articulation entre les usages de la mer sur la façade. Je veux vraiment cet exemple-là, c'est le premier qui a donné lieu à la mise en place de ce texte, de façon à ce qu'on réconcilie les usages de la mer, que ce soit des usages industriels, des usages de loisirs, de recherche, tout ce que vous voulez, et puis ensuite qu'on puisse ainsi définir des espaces sur lesquels on va pouvoir développer des éoliennes. On a fait quand même pas mal d'essais et d'erreurs. Donc ça c'est vraiment une réponse procédurale. Je me prononce pas sur les marchés publics, je suis assez d'accord, je pense qu'on peut faire évoluer ça, mais en tout cas on a essayé de faire aussi évoluer la nature de la procédure pour l'adapter à la conception très systémique et complexe de ces projets. Oui, deux mots. Moi, je pense que c'est intéressant d'observer qu'il y a une sorte de dissociation entre l'outil légal, le Code des marchés publics, et la question démocratique, l'organisation du processus donc de concertation. Après, dire que ce qu'il faut, c'est supprimer le Code des marchés publics, ça pose évidemment des questions en termes de concurrence, en termes de garantie juridique, et dans un moment de grande suspicion vis-à-vis des entreprises du BTP, qui sont considérées comme des entreprises où il y a qui organisent le conflit d'intérêts. Je préfère être franche, hein, vous le savez d'ailleurs, par cœur, vous êtes le bad guy. Donc il y a la question des conflits d'intérêts, il y a la question de la corruption, il y a tout ça. Et au fond, du coup, l'outil légal est quand même un outil qui rassure le citoyen sur le fait que les choses se passeront d'une manière relativement transparente, même s'il ne va pas lui-même très bien comprendre ce qui se passe. Donc toute la question par rapport à ça, c'est comment on articule cet agenda démocratique et cette question de garantie légale, qui est évidemment essentielle pour réguler la vie économique. Et par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait mieux associer en amont l'entreprise de façon à ce que... moi, je voudrais pas que parce qu'on a critiqué l'intérêt général, on considère que c'est une notion qui aujourd'hui est dépassée. Je pense que structurer un intérêt général concret qui permette d'associer justement les citoyens, sans doute au niveau local, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de la collectivité locale, etc., c'est essentiel, parce que sinon, chacun dit l'intérêt général, c'est moi. Donc on assiste quand même à ça aujourd'hui, une sorte de dissociation. Les intérêts particuliers ne sont pas... l'addition des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Donc j'aimerais qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et qu'on continue à réfléchir à la notion d'intérêt général. Une sorte d'horizontalisation d'intérêt général, là on en avait une vision très verticale. Je voudrais juste donner un exemple. Dans le monde du bâtiment, aujourd'hui, dans l'état actuel de ce qui est proposé par les fournisseurs de matériaux, d'équipements qui permettent de construire un bâtiment, nous sommes capables, sans pour autant avoir de surcoût, de concevoir et de construire un bâtiment qui va être un bâtiment à minima à énergie neutre, voire même à énergie positive, sous réserve que l'on casse cette vision extrêmement séquentielle telle qu'elle existe aujourd'hui, pour aller vers une vision qu'on appelle, selon les époques, de l'ingénierie simultanée, de la co-conception. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez le client, vous prenez le génie climaticien, vous prenez le gars de structure, enfin tous les acteurs de la construction, vous les mettez dans une pièce et vous leur dites, les gars, je ne sais pas encore très bien la tête qu'aura mon bâtiment, mais la seule chose que je vous demande, c'est de me concevoir quelque chose qui soit à énergie positive. Eh bien, quand vous faites comme ça, c'est-à-dire vous faites de l'ingénierie très amont, vous arrivez in fine à sortir un bâtiment qui effectivement est extrêmement vertueux sur le plan énergétique, sans avoir besoin d'attendre d'innovation particulière de la part des différents fournisseurs. Ça, c'est une réalité. Et il y a en plus des outils qui permettent de le faire, mais ces outils ont mauvaise presse. Des outils, ça s'appelle la conception-construction. Ça s'appelle même, j'ose le terme, parce que personne n'a rien compris au truc, le PPP, qui est un outil extraordinairement performant au service de l'environnement. Ces outils, ils existent, mais pour des raisons un peu de caricature, ils ont été mis de côté, alors qu'en réalité, ce sont des
outils extraordinairement performants qui permettent non pas de casser le code des marchés publics, mais d'utiliser d'autres types de formules permettant de travailler très en amont sur le sujet. Ils existent déjà, mais on ne les utilise pas beaucoup parce qu'ils ont été un peu diabolisés. Autre question, merci. Bonsoir à tous, merci pour cette conférence et ces débats. Donc Sabrina Fantin, moi je réalise des grands projets, donc je suis particulièrement intéressée à tout ce que l'on dit là. J'ai par mes fonctions l'occasion d'aller voir beaucoup de choses à l'international, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, où la relation aux grands projets est complètement différente, et c'est une industrie très importante dans ces pays-là. Et donc je me posais la question, est-ce que la relation aux grands projets n'est pas un problème franco-français dans un premier temps? Et dans un second temps, vous parliez d'une notion d'agir pour une concertation rapide. Il y a des pays beaucoup plus petits que les nôtres, avec des démocraties pas fortes, notamment la Suisse, où des systèmes de votation sur des grands projets interviennent dans chaque province, alors décentralisés, mais également nationalisés. Donc n'est-ce pas un problème franco-français ? Alors, deux questions. Est-ce qu'une fois de plus, il y a une exception française sur le grand projet? Et puis une question démocratie participative, démocratie directe. Est-ce qu'il faut aller chercher les solutions dans les systèmes de votation? Alors, qui veut répondre peut-être sur la question internationale? Vinci est également présent dans ces géographies. Malheureusement, il y a un très grand nombre de pays dans lesquels... Enfin, l'Inde, les premiers ministres successifs dans ce pays avaient des projets gigantesques de construction d'infrastructures de mobilité parce qu'ils ont compris que les infrastructures de mobilité sont des accélérateurs de croissance économique. Il faut bien nourrir toute cette population indienne. Aucun d'entre eux n'a réussi à dépasser 10 ou 15% du programme qu'ils s'étaient fixé lorsqu'ils se sont fait élire. L'Allemagne, ça a été évoqué tout à l'heure. Les lignes électriques de transport d'électricité produite dans le nord de l'Allemagne par de l'éolien, elles ne sont toujours pas faites, au point que ces éoliennes, aujourd'hui, pour une large partie, elles tournent à vide. Elles ne sont pas raccordées, c'est quand même incroyable. Donc non, malheureusement, ça n'est pas une spécificité française. Ou heureusement, peut-être, je ne sais pas. Non, effectivement, Non, moi juste, effectivement, il y a vous verrez, si vous regarderez, il y a un site sur des grands projets inutiles et imposés, qui est un site européen et international. Donc non, au contraire, il y a même eu un renforcement depuis quelques années de la concertation entre les opposants aux grands projets. C'est très actif en Italie, sur le Lyon-Turin, par exemple. Bon, donc après, sur la question française et le fait que peut-être en France, cette opposition prend une forme particulière, il y a certainement une remise en cause en partie de la façon dont l'État s'est vu grand aménageur du territoire. Donc là, je rejoins la question locale, même si je pense que Notre-Dame-des-Landes était devenu un enjeu national emblématique, en fait. Il faut pas, je ne crois pas qu'aucun acteur local, d'ailleurs, n'aurait pu annoncer la fin, parce que ceux qui étaient responsables localement étaient pour l'aéroport. Donc c'était quand même compliqué. Voilà. Mais, enfin bon, je n'ai pas pu m'empêcher de dire ça, mais je devrais peut-être passer à autre chose. Puisqu'il y a eu un référendum. Oui, mais je pense qu'il y a... Alors, sur les grands projets utiles ou inutiles, je pense qu'il y a un vrai sujet sur, au fond, où est la légitimité. Et là, ça rejoint la question des échelles. C'est-à-dire qu'un grand projet, si c'est un grand projet, est-ce qu'il est local ou est-ce qu'il est régional ou est-ce qu'il est national au sens emblématique? Surtout à un moment où on redéfinit, vous l'avez dit vous-même, paradigme, on est sur un autre paradigme. Au fond, tout grand projet aujourd'hui, il doit montrer qu'il est sur le nouveau paradigme. Et du coup, il n'est pas seulement local, il est aussi national, voire européen. C'est pour ça qu'il y a cette concertation des résistances. Oui, je vais souvent en Angleterre... parce que moi, je suis à moitié anglaise et je souris beaucoup devant les difficultés qu'ont les Anglais à construire leur première ligne de TGV qui est dans leur carton depuis 25 ans, après avoir cherché des modes de financement compliqués, parce qu'en plus ça c'est des financements privés, donc le Qatar en l'occurrence qui était appelé pour faire bon, et c'est pas sorti des cartons non plus, donc non, pas de tropisme, je vais pas plus loin là-dessus. Après sur les systèmes de démocratie directe ou les systèmes,
Alors, moi, je suis assez prudente là-dessus parce que je pense qu'il y a des périmètres de pertinence assez variables aux différents dispositifs. Là, je fais vraiment de l'ingénierie participation, mais il y a vraiment des dispositifs de participation qui ont leur propre périmètre de pertinence. Celui de Notre-Dame-des-Landes, pour lequel on a écrit l'ordonnance sur un coin de bureau. Bon, un jour, j'écrirai le truc. Comment ça s'est passé ? Je suis extrêmement réservée parce que c'est un outil qui a été totalement instrumentalisé dans le contexte d'élaboration des ordonnances sur la participation du public, sur lequel on avait imaginé des choses beaucoup plus intelligentes que ça pour sortir du conflit de Notre-Dame-des-Landes, et où après on avait mis en place une commission qui était présidée par Alain Richard et que je coprésidais pour essayer d'accoucher de ces ordonnances. C'est des ordonnances très participatives en l'occurrence, et on avait imaginé des dispositifs, un dispositif de sortie de crise, parce que c'était quand même ça qu'on nous avait demandé sur Notre-Dame-des-Landes, qui était beaucoup plus co-construit. On est sorti avec un référendum pour des raisons purement politiques. Et quand vraiment purement politique, c'était une injonction qui est issue d'une lutte politique entre Ségolène Royal et Manuel Valls. Enfin, franchement, un jour, je l'écrirai en vengeance des serfs d'Auteuil. Non, mais vous savez, de Roland Garros, là. Voilà. Et c'est vraiment un truc très, très, très politique. Ouais, je raconterai les dîners un jour, mais ça a été, et c'était une erreur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Lucie, parce que le problème de Notre-Dame-des-Landes est devenu un problème totalement national, et réduire le périmètre de discussion, en plus on l'a tracé un peu au doigt mouillé, hein, je vous le dis tel qu'on l'a écrit, on l'a fait pour que le vote soit positif, parce qu'on savait qu'en traçant le périmètre on aurait un vote positif. Donc c'est pour moi extrêmement pernicieux en type d'usage. En plus, ça correspond pas tellement à notre tradition, et pour moi, c'est en fait une arme atomique qui est pas pertinente pour sortir de conflits aussi complexes que celui-là. Allez-y, je vous en prie. Je vais faire 2 pronostics. Le premier, c'est... Je vous jure que je ne reste que 2 secondes sur Notre-Dame-des-Landes. Vous allez voir une opposition sur le nouveau projet d'extension de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique, qui ne sera sans doute pas aussi violente que ce que nous avons eu sur Notre-Dame-des-Landes, mais qui entraînera des délais conséquents avant la réalisation du nouveau projet. Parce qu'évidemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que tout le monde a compris aujourd'hui que les prévisions de trafic qui étaient dans le fameux rapport des médiateurs, je crois que c'est comme ça, étaient totalement manipulées, puisqu'il parlait de 6 millions, et que je suis allé voir la ministre des Transports pour lui dire « Mais Elisabeth, les 6 millions, on va les obtenir cette année !» Il parlait de 6 millions comme étant une échéance très lointaine. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, regardez Charles de Gaulle Express. On a là une démonstration de la crise des experts ou de la qualité de la parole publique. On s'engage à faire Charles de Gaulle Express, notamment à l'intérieur de notre programme sur les Jeux Olympiques. On continue comme ça pendant un an et demi. Tout d'un coup, on réalise que ça va perturber les trajets du quotidien à un point qui est considéré comme politiquement tellement problématique qu'il faut le repousser à l'après-Jeux Olympiques. Et bien, le pronostic que je vous fais, c'est que Charles de Gaulle Express va probablement encore prendre 10 années de plus. Parce que c'est mon phénomène de contournement de Strasbourg de tout à l'heure. Dès lors qu'on aura hésité, tremblé au moment de passer à l'acte, ça va et qu'on n'aura plus surtout cette pression en provenance des Jeux Olympiques de 2024, évidemment que ça va donner la possibilité d'une réouverture de tout un tas de débats qui font que cette malheureuse toute petite ligne qui permet juste de faire comme tous les autres capitales européennes un lien ferré, donc vertueux, fixe entre l'aéroport et le centre de la ville, ce truc-là, on l'aura sans doute pas avant un paquet d'années. J'en fais ici officiellement le pronostic, Cécile. On prend le rendez-vous alors pour dans quelques années. Alors, il nous reste 5 minutes. On s'est engagé à terminer à 20h30. Certains de nos invités ont des obligations. Donc je prends une question, une seule, et si vous voulez bien jouer le jeu d'une réponse rapide, Abel Guggenheim.
Je veux bien, parce qu'on a quand même fait l'inventaire de tout un tas de trucs catastrophiques, donc je voudrais amener une lueur positive à l'extérieur. Allez-y, très volontiers. Parce qu'il y a un domaine dans lequel les choses se sont améliorées. Alors c'est un petit domaine, mais peut-être que ça peut servir d'exemple pour d'autres, pour des processus qu'on peut mettre en route. C'est celui de ce qu'on appelait le terrain d'aventure quand j'étais gamin. C'est-à-dire que quand il y avait un chantier qui était en préparation, un terrain qui était un peu libre, les activistes du coin, ils prenaient possession du lieu, ils le mettaient à disposition des enfants, ils faisaient des jeux, tout ça. On appelait ça un terrain d'aventure. Et ensuite, en général, les municipalités laissaient faire, parce que de toute façon, les projets, ils mettaient du temps, elles essayaient de négocier. Et puis le jour où elles disaient aux gens de partir, à ce moment-là, ils faisaient circuler une pétition et tout ça, et ils protestaient, et ils ne libéraient pas le terrain au jour où on en avait besoin. Et donc, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les municipalités ont pris l'habitude de faire en sorte que ça ne se produise pas, quoi, de murer, de mettre des... Et maintenant, là, il y a une éclaircie. C'est-à-dire que maintenant, il y a ce qui se passe au Grand Voisin, ce qui se passe aux 5 Toits. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui s'est faite entre les municipalités, les promoteurs, et surtout, il y a eu des associations qui se sont montrées positives dans ce domaine qu'on dit. On veut occuper le terrain pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et le 31 décembre 2000 machin, on quitte. Et qu'est-ce qui s'est passé chaque fois? Eh bien, le 31 décembre 2000 machin, ils ont rendu les clés. Donc il y a peut-être des possibilités, en prenant exemple sur ce type de processus, de faire en sorte que tout le monde, dans le processus, ait une démarche positive. Effectivement, dans cette notion d'urbanisme éphémère, on retrouve en fait la question de comment on utilise le temps et qu'est-ce qu'on fait du temps utile au débat et à la conception du projet sur lequel vous avez tous insisté. Peut-être chacun, à partir de cet exemple, un petit mot de conclusion. Xavier, Lucie. Non, moi je voudrais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit, que je trouve très intéressant, qui est que le débat pourrait être peut-être découpé en tranches, avec une première phase qui traiterait de l'utilité de faire ce projet. L'enfouissement des déchets nucléaires. Il y a une première question, c'est est-ce que, mes chers concitoyens, vous êtes tous d'accord qu'il faut qu'on trouve une solution pour nos déchets nucléaires? Est-ce que vous êtes d'accord pour que, finalement, toute chose bien regardée, la bonne solution, même si elle n'est pas géniale, ça consiste à les enfouir dans des couches géologiques? Une première phase de débat longue sur l'opportunité de faire avant de rentrer dans la phase plus difficile où il s'agit de faire le trou pour mettre les déchets nucléaires à Bure et non pas ailleurs. Mais au moins qu'on commence par se mettre d'accord sur ce sur quoi normalement on doit pouvoir se mettre d'accord, c'est-à-dire effectivement, oui, il est important qu'on fasse ça. Merci. Sur ce sujet des déchets nucléaires, ce qui est très intéressant, et je suis hyper d'accord avec ça, ce serait déjà d'arriver à une définition commune de ce qu'on appelle un déchet, puisqu'aujourd'hui, moi j'ai des amis qui participent au débat public organisé sur cette question de l'enfouissement, et il y a une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'un déchet, et selon la définition, on a 100% de déchets en plus. Donc c'est pour ça que cette phase, elle est hyper importante, parce que avant de passer aux modalités, il faut au fond discuter démocratiquement de ce qu'on a produit en termes de déchets. Après, ce que vous disiez était très intéressant, parce que ça rejoignait ce que disait Xavier sur le fait que, au fond, peut-être que les conflits vont descendre sur des projets qui ne seront plus des grands projets. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que, quelque part, le consensus pourrait se faire à partir, justement, de ces, je ne sais pas si c'est des terrains d'aventure, en tout cas de ces petits projets à l'échelle plus humaine, peut-être tout simplement dans la réorganisation de l'espace public. Moi, c'est vrai que la question des tours de bureau à la Défense, ça m'effraie, pour être franche. Mais en revanche, qu'on puisse réinvestir et recréer des espaces publics de discussion, des espaces démocratiques dans des villes qui ont été pas mal détruites par la circulation automobile. Et là, il y a un sujet d'aménageur qui est un sujet important, aux portes de Paris, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut faire pour associer l'envie des habitants, la question de la promotion immobilière, ou en tout cas du réaménagement, enfin des entrepreneurs et des acteurs publics? Là, il y a quelque chose qui peut changer les images beaucoup plus profondément que le sujet des grands projets. Après, on a toujours dans l'idée que les grands aménageurs, ça ne les intéresse pas, les petits projets. Donc là-dessus, il faut sans doute changer l'image que nous en avons.
Alors moi, je voudrais terminer aussi sur cette note un petit peu optimiste. Depuis les ordonnances de 2016, le nombre de concertations sur le territoire a été multiplié par plus de 3. Puisque la CNDP nomme maintenant des garants un petit peu partout sur le territoire pour venir en appui des concertations à amont. Donc la notion de concertation à amont, dans ce sens-là, a été créée à cette occasion-là. On a rephasé l'ensemble du débat public en séquençant de l'opportunité jusqu'à la réalisation des phases de débat public ou de concertation. Le nom varie selon la taille du projet. Et donc, il y a en fait, on est dans un pays en fait qui a une utilisation et une pratique de la concertation locale qui est ancrée dans notre histoire. D'ailleurs, il y a des territoires qui sont très marqués par ça. Vous avez dans le nord de la France, vers Roubaix, etc. Vous avez des endroits qui vivent en fait dans des pratiques de co-construction depuis très très longtemps et ça marche plutôt bien. Donc voilà, il ne faut pas non plus crier au loup davantage. En revanche, moi je pense, il y a un point sur lequel je voulais conclure qui est un petit peu différent, mais qui consiste à dire, ce qui m'a vraiment marqué dans cette commission qu'on avait créée avec Alain Richard à la demande du président de la République pour réfléchir à l'évolution des formes de la participation à l'ère de la transition écologique. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a quand même un changement de posture extrêmement important de la part des maîtres d'ouvrage, d'ailleurs que ce soit des collectivités ou que ce soit du privé, des entreprises privées. C'est qu'on est entré dans un paradigme qui est celui de l'écosystème territorial, de l'écosystème local. Quand on arrive sur un territoire, on doit impérativement intégrer, et comme vous le disiez tout à l'heure, ces notions de développement durable qui consistent à dire, c'est pas parce que j'ai des capitaux ou que j'ai une autre... Il y a une différence entre la procédure, l'autorisation que vous avez, la capacité à construire le projet. Il n'empêche, toutes les autorisations que vous pouvez avoir n'empêchent que vous arrivez sur un territoire. Ce territoire, c'est du bien commun. C'est de l'air, c'est de la nature, ce sont des ressources naturelles et ce sont des externalités qui sont proposées par des externalités positives qui sont proposées par l'ensemble de l'action des individus sur le territoire. Donc quand une entreprise arrive ou qu'un projet ou qu'une entreprise arrive sur un territoire, qu'elle ne soit pas perçue comme un capteur d'externalité, mais qu'elle soit conçue comme s'inscrivant dans une dynamique territoriale et qui permet à l'ensemble du territoire de s'approprier l'ensemble du projet. Il faut rentrer fondamentalement dans cette logique-là pour des raisons environnementales, pour des raisons de durabilité, de résilience territoriale, et de dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de financement public à mon projet que je fais ce que je veux. Ben non, on fait pas ce qu'on veut. Parce que de toute façon, on s'inscrit dans un écosystème et qu'on est partie de cet écosystème. Si on ne prend pas toute sa part à l'intérieur de cet écosystème et sa part de responsabilité, d'où la notion d'objectif développement durable, etc., local, si on ne prend pas toute sa part, on se fera rejeter comme un vieux greffon pourri du territoire. Donc il faut impérativement rentrer dans... Même si ce sont des capitaux privés, même si je fais ce que je veux avec mes cheveux, non. En fait, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous êtes dans un écosystème. Et cet écosystème-là, si vous voulez que ça fonctionne, eh bien, il faut être capable de le comprendre et de jouer le jeu. Et pas d'être un capteur, un prédateur, comme l'être humain sur cette planète. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous remercier infiniment parce que ce soir, non seulement on a dressé le constat, on a essayé de comprendre ce qui se passait, mais vous avez de manière très concrète, chacun dans votre vision, dessiné des pistes d'action. Et le mot est important parce qu'il me semble que l'opposé de action dans le sujet qui nous concerne, c'est pas tellement une action, c'est le mot repli. Moi, ce qui me frappe, on a bien vu dans beaucoup de sujets qui sont mis en cause, c'est des sujets qui sont liés à des infrastructures de mobilité. Or, on ne va pas épiloguer longtemps là-dessus, mais on voit bien qu'on est dans un monde qui est tenté par le repli, le protectionnisme, le nationalisme, différentes formes de repli. Et derrière, qu'est-ce qui, au fond, est en jeu? Parce que les infrastructures de mobilité, accélérateurs de croissance, oui, mais c'est aussi ce qui permet de faire venir l'autre, faire venir ce qui est différent, faire venir de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Et je pense que derrière cette remise en cause, il y a aussi malheureusement, je pense qu'il faut le dire, un refus de ces circulations-là. Donc ça, c'est un message un petit peu, on a parlé de l'échelle française, mais ça, c'est un message, me semble-t-il, absolument fondamental, notamment du point de vue européen et d'un certain nombre de grands projets d'infrastructures européennes qu'on a rapidement évoqués ce soir. Donc un grand merci à tous. Maintenant, je vous propose de passer au buffet, si vous voulez poursuivre le dialogue avec certains intervenants. Merci.